voilà, c'est une maîtrise. Il y a de la deuxième speech, donc le débat, la parole est à vous. Donc, donc le débat est ouvert. Alors, oui. Merci beaucoup. Je tiens à dire une chose, Malice. Moi, il me semble qu'il manque un drapeau national, Malice. Je ne suis pas forcément. Permettez-moi de rapporter un petit éclaircissement par rapport au décor. Le décor que vous avez en face est un décor adopté en 2011. C'est le décor du capitaine de l'Ouest. On n'en a jamais pensé à ce fameux drapeau. Donc on a opté pour ce décor et on le maintient. C'est pas un reproche. J'en ai deux, trois mots et après une petite question par rapport à Cheikh Adel. En 2011, j'étais à Alger, je me permets de dire à Cheikh Abdelrazak. En Alger, j'étais avec d'ailleurs Idr Ashour, par ailleurs. واحد l'Algérois قال لي على بالك الشيخ راكم vous perdez votre temps. قال لي حنا كاع كرايه. Nous sommes des locataires dans ce pays. Et j'ai l'impression qu'en 2019, les Algériens sont passés du statut de locataire au statut de propriétaire. Ça, c'est très important et c'est très profond. Après, s'agissant du reflux du mouvement, oui, et il ne peut pas y avoir un moment, à mon avis, un moment révolutionnaire qui maintient un cap toujours positif. Il y a des moments de reflux et de flux. Vous avez parlé tout à l'heure de Bouira. Bouira, c'est l'image miniaturisée. Je suis originaire de Bouira, hein, je connais très bien cette ville. Elle a été conçue comme une digue contre l'avancée de toute idée démocratique par rapport au reste. En fait, d'ailleurs, même les villages délégués ont été conçus ainsi. Quand je vois le degré d'adhésion de Bouira, que je ne classe pas forcément en Kabylie, je dis qu'il y a quelque chose de profond dans ce pays et que le régime n'a pas réussi à ériger comme une digue. Après, concernant les perspectives, c'est vrai, pour l'auto-organisation, je suis tout à fait d'accord. Je préfère encadrement que structuration. Il y a ça. Par contre, quel serait pour vous le rôle des intellectuels, des anciens militants, tels que vous êtes, avec votre capital d'expérience, dans cette perspective en fait? Quel serait, à votre avis, votre apport, c'est-à-dire organique, en termes de diffusion d'idées au niveau de la société telle que vous le faites, ou il y a éventuellement autre chose? Sachant que les partis, entre guillemets, je ne suis pas contre les partis politiques, hein, tels qu'ils existent, ils ont démontré un petit peu leurs limites. Je ne sais pas, je ne peux pas le dire, c'est pas grave, je ne me permets pas de le dire, je sais, mais c'est vrai qu'ils ont atteint leurs limites. Donc, quel serait en fait, comment vous voyez votre apport? C'est-à-dire, j'ai dit l'injection d'idées, la division d'idées au sein de la société, être dans une perspective organisationnelle, pas les réseaux, effectivement, je suis tout à fait d'accord, mais bon, comment? Merci. Merci à d'autres intervenants. Ouais. Donc, quelles sont les différentes stratégies qu'on peut alimenter exactement le Hirak pour qu'il durera encore, pour qu'il survivra encore? Parce que, bon, vous pouvez me répondre avec une simple phrase, il suffit d'aller marcher, mais comment lui donner une âme?
au Hirak pour qu'il maintient, enfin, qu'il survivra longtemps jusqu'à que le Hirak aboutira à ses revendications. Merci. Merci. C'est moi. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a une génération militante. Et une génération, quand je dis militante, ça ne veut pas dire génération politique. Génération politique, d'être politique, et une bzef de ma génération à moi. Génération militante, c'est-à-dire une génération qui s'est battue dans des cadres politiques classiques, avec des formes de lutte classiques, pour essayer de porter pas seulement des idées, ce que j'appelle une utopie. Je fais partie de ceux qui disent quand une société ne se projette pas dans une utopie, c'est une société qui ne produit pas du sens. Et donc la vie n'a pas de sens. On a toujours besoin de donner du sens à ce qu'on fait. Et de ce point de vue-là, le Hirak nous donne une jeunesse impressionnante pour aller dans ce sens. Moi, Ustad Adel Abdelrazak, je ne sais pas ce que ça veut dire en détail. Je veux dire, voilà, chacun a son expérience. Moi, j'essaie d'être utile avec la santé qu'on a, l'âge qu'on a, le verbe. J'allais dire le verbe est notre principale arme. Et le verbe, c'est pas la hadarabar, c'est essayer de porter des idées, de discuter, de rendre accessible des idées pour le commun du mortel. Parce que le Hirak est un mouvement populaire, et bien le Hirak nous oblige à une pédagogie du politique. Et je peux vous dire que c'est plus difficile pour nous, qui nahdrou na'arg, qui n'oud barra devant un auditoire populaire. C'est compliqué. Non pas parce que c'est eux qui sont compliqués, parce qu'on n'a pas le langage simplifié. On n'est pas... ça ne sert à rien. Donc l'idée, c'est de rendre audible un langage politique, subversif. Subversif, on n'est pas des professionnels de la subversion, et la politique, pour moi, n'est pas un métier. C'est un combat, c'est une lutte basée sur des idées. La politique, ce n'est pas un métier. Être député, ce n'est pas un métier. Être militant politique, ce n'est pas un métier. Être dirigeant politique, ce n'est pas un métier. C'est quand ça devient un métier que la politique transite de l'idée au rapport de pouvoir. Parce qu'on devient bureaucrate. Parce qu'on rentre dans le champ de la bureaucratisation politique, du politique. Et la bureaucratisation du politique, c'est les rapports de pouvoir. Et c'est pour ça que beaucoup de partis, et même ceux avec lesquels on peut avoir une proximité politique proche, connaissent un destin lamentable parce que les rapports de pouvoir les ont gangrénés par ce processus de bureaucratisation. Et c'est ça qui est dommage. Donc, comment être en veille stratégique pour éviter cette faille, pour éviter ce piège? Eh bien, c'est quand le Hirak nous bouscule, quand le Hirak nous, entre guillemets, nous maltraite positivement. On peut intervenir dans un forum d'idées, et puis il y a un jeune ou un vieux, il intervient, il m'a dit, l'intelligence, ils ont raison, ils expriment. On est malmené. L'intelligentsia est aujourd'hui malmenée par le Hirak. Pourquoi? Parce que l'intelligentsia est l'expression du désarroi des couches moyennes face à une révolution qui veut aller loin. Et
et les couches moyennes sont connues historiquement et sociologiquement pour avoir un pied ici et un pied ici. Et à un moment donné, ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'on a des intellectuels respectables et même académiciens, je ne vais pas citer mon nom, M. Megoulouchi, qui ont un parcours intellectuel hyper respectable et qui sont rentrés dans la vulgate la plus vulgaire de politique. Et je l'ai dit sur Facebook. De leur vulgate qui est rendre pédagogique la science, eh bien leur vulgate est devenue vulgaire. Vous ne pouvez imaginer, pour ceux qui suivent de près, ils le savent, les mots violents, les mots sales, les mots malheureux qui ont été tenus par des intellectuels de renommée contre le Hirak. Les hirakistes, ils buguent. C'est des voyous. Je ne parle pas de ceux qui ont chef ou même d'Oulet Israël et il est fait le Hirak. Et je n'ajouterai pas parce qu'il y a des exemples multiples. Donc l'intelligentsia n'est pas un bloc homogène. Ni homogène politiquement, ni sociologiquement, ni dans ses rapports au pouvoir. Eh bien, le Hirak sera convaincu de la détermination de l'intelligentsia quand l'intelligentsia joue à l'intelligence collective et non pas à l'instrumentalisation intellectuelle et politique de Hirak. À ce moment-là, on peut avancer. Mais individuellement, on peut se battre. Individuellement, on peut participer et non pas se substituer et non pas suppléer. On peut participer à éclairer, à se poser les mêmes questions, à en parler. J'allais dire l'agora participative, bien que ce mot est devenu sans aucun sens, l'agora participative dans les forums, mais à proximité, aux côtés du peuple qui marche, et ce n'est pas du tout populiste, c'est ça qui nous permet d'avancer. Et je pense qu'il y a une attente, de la société par rapport à l'intelligentsia, mais il ne faut pas que cette attente soit démesurée. Chaque mouvement politique dans l'histoire a fabriqué son intelligentsia politique. Le Hirak est en train de fabriquer son intelligentsia, et ça passe par quoi? Phénomène connu, la décantation. La décantation. L'infisal. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne traduction. La décantation. Eh bien, la décantation, ça veut dire quoi? Ça veut dire مناش دايما خوا خوا. مناش دايما متفاهمين مع بعضنا. معليش. مناش دايما خوا خوا. À un moment donné, le jeu d'intérêt stratégique fait qu'au début, on était ensemble, maintenant, on est face à face. On est dans une confrontation frontale. Voilà ce que je pourrais dire. Alors, est-ce que, et là, je peux poser la question, est-ce que l'expression politique du Hirak, qu'il faut approfondir pour sortir avec une sorte de vision programmatique du Hirak sur la nouvelle algérianité et l'Algérie de demain, à la deuxième République, sur l'Algérie de demain, est-ce que ça se traduit nécessairement par la transformation du Hirak en mouvement politique? Et pour moi, mouvement politique, c'est plus large que parti. Moi, je ne suis pas contre la dissolution des partis. Les partis de la majorité, oui. Non pas parce qu'ils font la politique, parce qu'ils ont criminalisé le politique. Je tiens à le dire. Non pas parce qu'ils font la politique. Un droitier a le droit d'être à droite et avoir son parti. En Algérie y compris. Mais parce qu'ils ont criminalisé le politique. Ils ont criminalisé l'appartenance partisane. Ils l'ont rapporté à l'argent. Ils l'ont rapporté à l'instrumentalisation et au mal qu'ils ont fait à la société. C'est parce qu'ils ont criminalisé que les partis de l'Alliance présidentielle, tous les partis qui ont soutenu Bouteflika, doivent être dissous. Mais le champ politique partisan est indispensable à la société. Ça fait partie du contrepoids. Il y a le pouvoir et il y a le contrepoids au pouvoir. La société démocratique, c'est son point de départ. Et ce point de départ, après,
il y a les dynamiques de lutte, d'idées, de lutte sociale, de lutte politique, qui font que les décomptations se font. Donc, je ne me situe individuellement peut-être pas dans une perspective partisane. Je ne l'exclus pas. Mais je me dis, je me pose des questions, et on a besoin. J'ai commencé à revoir des expériences politiques et militantes ailleurs. On a des expériences de gauche, des expériences démocratiques ailleurs dans d'autres pays, qui sont partis de mouvements sociaux larges, humanistes et qui avaient une expression politique. Et ils les ont transformés en mouvements politiques. Ça s'est terminé mal ou bien, c'est une autre affaire. Mais il y a eu ces expériences. Est-ce que le Hirak, son devenir, c'est d'être un mouvement politique pour être cette force subversive organisée selon des formes politiques classiques? Ou est-ce que le Hirak va fabriquer une dynamique d'organisation nouvelle dont la visibilité n'est pas encore évidente, mais dont la contenance est déjà presque là? C'est une question qu'on doit prendre en charge, mais en tenant compte de ce que la délégitimation de politique a fabriqué comme négation dans la conscience des gens. Alors, le Hirak peut-il survivre? Moi, j'y crois. J'y crois vraiment. Mais il ne survivra pas tout seul. Mais ça, c'est subjectif ce que je vais dire. Et je ne l'explique pas. Le vendredi, il y a une magie du vendredi qui n'est pas surréaliste, mais qui ne semble pas être réaliste. Il y a une magie du vendredi qui fait que quand on se pointe le vendredi, on a peur. On se dit peut-être mais et puis le vendredi est un acte de désobéissance de la société face à un pouvoir pourri. Et cet acte de désobéissance, qui prend des expressions romantiques, politiques, festives, sourires, tout ça mélangé, ça donne une force. Et c'est pour ça que le vendredi c'est important. Mais préserver le Hirak, c'est essayer de construire, non pas un programme achevé, parce que nous avons des experts qui ont la Constitution et on réunit, il y a le khobara khamou. Non, la révolution c'est pas le khobara. Mais c'est surtout, pour faire survivre le Hirak, c'est essayer de construire des repères. Pas un programme inachevé, pas une organisation déjà structurée, non. Des repères qui permettent à ceux qui veulent continuer à se battre de s'appuyer sur ces repères pour être dans la même intelligence subversive, intelligence collective, intelligence de loger du système. Et ces repères ont commencé à prendre forme. Et à mon avis, cette visibilité du Hirak va se définir avec tous ces débats qu'on mène et tous ces questionnements raisonnables et raisonnés qu'on est en train d'avoir. Je sais que je parle. Donc, merci. Après, c'est bon. Donc, prochain. أروح الناس نوين. الزنف الأول. Merci pour le café littéraire d'Aucas pour cette occasion, pour cette activité. Ça nous fait vraiment un grand plaisir de débattre aussi avec Ada Darzak. Je voudrais juste rajouter un point par rapport à l'exposé que je trouve vraiment riche et extraordinaire. Je pense que le Hirak, dans sa situation actuelle, c'est-à-dire d'après l'élection, plutôt la désignation de Tebboune comme président de la République, c'est-à-dire je pense qu'on doit s'auto-organiser davantage, on doit donner une sorte de contenu ou une feuille de route, bien sûr avec un contenu démocratique et surtout social. Un régime politique ne peut pas s'effondrer s'il ne rentre pas, c'est-à-dire en crise sociale. Donc, il est impératif d'encourager toutes les revendications de différentes catégories sociales, à commencer par les enseignants du primaire qui se sont organisés indépendamment du syndicat, d'encourager les chômeurs du Sud quand ils demandent les postes d'emploi,
d'encourager ceux qui demandent l'augmentation des salaires, d'encourager ceux qui se battent pour le droit au logement, le droit à un cadre de vie digne et tout ça. Une fois que les différentes catégories du peuple rentrent en protestation avec leurs propres revendications, ça met le pouvoir de fait en difficulté. Il sera incapable de satisfaire toutes les revendications. Là, on peut avoir une crise sociale qui peut se transformer en crise du régime. Sur un autre point, je pense que la dimension, le Hirak, doit s'adresser aussi aux autres peuples un peu partout dans le monde. On doit sortir justement dans le guettoyer national. Nos frères marocains sont en train de se battre un peu partout, essentiellement au niveau du Rif, pour leurs propres droits. Ils sont réprimés. En France, un mouvement des Gilets jaunes extraordinaire qui a duré exactement 1 année et 4 mois. Au niveau du Chili, au Liban, en Iran, un peu partout, il y a des protestations et tout ça. Puisqu'on s'inscrit dans l'ordre néolibéral, puisqu'il y a des inégalités, des injustices un peu partout dans le monde à des degrés différents, ça fait que les combats se ressemblent. Ils ne sont pas les mêmes, mais on peut trouver beaucoup de points de ressemblance entre ce qui est en train de se passer en Algérie depuis le 22 février 2019 jusqu'au jour d'aujourd'hui, et ce qui est en train de se passer dans des autres pays. Donc je pense qu'on, non seulement on doit s'adresser entre nous en tant qu'Algériens, mais ça, on a la responsabilité de tisser des liens, de jeter des ponts envers les autres peuples en lutte, et de faire aussi un travail bien sûr pédagogique, c'est-à-dire dans le sens de revenir à la solidarité internationale des peuples. Et merci. Merci, madame. Donc, la première des choses, on tient donc à souhaiter à monsieur donc Adel la bienvenue, il est chez lui bien sûr. Si on est là, c'est pour apprendre quelque chose, parce que nous sommes de Ba'adchouia, il y a des gens de Ba'ad-el-Khtar, ils sont venus de loin pour voir, avoir une vision un peu claire, comment donc il est du sort du Hirak, si on peut l'appeler ainsi, parce que moi je refuse cette appellation comme le sait M. Adel. C'est tout un débat, si on rentre dans l'appellation Hirak ou pré-révolution. Au début c'était un Hirak, un mouvement contestataire, c'était la colère du peuple, etc. Donc il y avait de la colère, il y a un rejet, c'est du mépris, c'est de l'injustice, etc. Mais avec le temps ça prend de l'ampleur, donc ça va être autre chose, c'est à mon avis c'est de la révolution, parce qu'on n'a pas affaire à un maire ou un wali, on a affaire à un système, à tout un système. Et pour enlever, déraciner tout un système, ma foi, ça demande une révolution. Ce n'est pas un Hirak. Donc c'est pour cela que les choses deviennent de plus en plus consistantes et de plus en plus sérieuses. Comment faire? Comment aller de l'avant? Parce que le 22 février, bien avant, ça a commencé à Kharata, c'était le 16. Après, ça s'est propagé au niveau national le 22. De plus en plus, donc le peuple est éveillé. On l'a dit, moi j'ai résumé la dernière fois, j'ai dit le peuple est réveillé d'abord, il est éveillé, il est déterminé. Déterminé plus que jamais. Ça veut dire c'est impardonnable de notre part parce que donc la machine arrière est interdite. Il faut aller toujours à Z. Le rôle, il y a donc une intervention avec le rôle des intellectuels. Oui, ils ont un rôle très important. Moi, si je suis là pour écouter M. Adel, donc je veux apprendre quelque chose. Voilà, je ne vais pas le responsabiliser, bien sûr, parce qu'il n'a pas la baguette magique pour dire voilà, tiens, tenez, le Hirak, ce ne sont pas des sciences exactes et c'est très délicat. On a affaire à un système, un système. Mais une chose est sûre,
je suis optimiste. Je suis optimiste parce que le peuple est déterminé. Et on a besoin de la contribution de tout un chacun. On a besoin de l'aide de tout le monde. Un petit exemple hier, pendant la marche, on scandait un slogan qui m'a vraiment touchée. Il y a ma cousine, elle est là, elle sait pourquoi. Ça m'a vraiment touchée, j'ai pleuré. Je ne pleure pas devant les gens, j'ai versé mes larmes. Chose impressionnante, ce qui m'a impressionné, il y avait des femmes qui nous mettent de la marche. Elles m'ont dit quelque chose, ça m'a vraiment touchée et ça m'a donné de la force. Elle dit, madame, nous, on puise notre courage. On vous voit symbole du courage. On n'avait pas le droit de et bien ça veut dire quelque chose. Donc, on a besoin de tout un chacun. Le courage est né et la donc avec des degrés différents de différentes wilayas, bien sûr. On ne peut pas comparer la wilaya de Bjaya à Tizi Ouzou à d'autres, c'est incomparable. On a toujours dit que la Kabylie, la Bjaya est toujours à l'avant-garde et je suis fière d'appartenir à cette wilaya. Ce n'est pas du racisme, ce n'est pas pour dire qu'on est plus éveillé. Non, on a cette conscience politique qui exige, on est toujours contre les décisions fascistes du pouvoir, qu'on qualifie d'un pouvoir mafieux, assassin, oui. Il a assassiné toutes les espérances de toute une population. Moi, je l'appelle ainsi dans ce sens. Sans compter les vrais assassinats, ça c'est autre chose. Donc, les espérances de tout un peuple, et un peuple, tant qu'il est réprimé, il est plus révolté. Qui va faire continuer ce hirak, donc cette révolution. La structuration parce qu'on a vécu cette expérience, les événements la Roche en 2001, etc. C'était un moment vraiment très important. Ça a fait les autres wilayas ont contribué, ça a donné quelque chose quand même. Mais c'est limité à la Kabylie. Nous étions mais donc la structuration qui est beaucoup plus l'organisation. Il faut qu'on soit bien organisé. Et pour dire à M. Adel, c'est une information. À Bjaya, il y a des comités du quartier. Ils ont fait un travail un très grand travail. Je leur rends hommage. Particulièrement, bon, je participe à ces comités quand il le faut, sinon c'est des jeunes parce que généralement etc. Il y a des rassemblements, des regroupements. Croyez-moi que la grève du 8, 9, 10, 11 c'était une grande pour moi une réussite parce que c'est tout le monde qui a répondu favorablement à cette grève. C'était tout un travail de ce collectif, de ce comité des quartiers. Une coordination, ils étaient obligés à l'union de wilaya pour faire un communiqué pour déclarer la grève. Les secteurs économiques, l'aéroport, le port, la Sonatrach, partout ils ont vu les responsables. Attention, la grève, les obstacles, les retenues sur salaire, etc. Oui, ça a donné de la force sur le courage. Parce que c'est une grève de 5 jours. Normalement, c'est un sacrifice. Je peux sacrifier mon salaire entier. Boulaïd, il a sacrifié le bus Issa pendant la guerre. Il serait mis pour la révolution. Il est ce qui se passe en Algérie. Ils ont vendu l'Algérie entière pour les bus, des intérêts personnels, etc. Donc, c'est un avis personnel. La révolution, le combat continue. On n'a pas le droit de faire l'auto-organisation. On ne peut pas la déterminer, la fixer.
ça va venir, les rassemblements, etc. Vont apparaître des solutions. Merci beaucoup. Madame, on prend prochain. Bonjour tout le monde. Voilà, moi je suis un peu ce qui se passe en Algérie. Je suis algérien. Et je suis un peu les événements à partir d'un pays étranger, d'un pays un peu loin d'ici. Et bien sûr, la diaspora, les Algériens qui ont immigré vers, vous l'avez bien suivi dans les journaux en Angleterre, au Canada, en France, à Paris. Il y a un engouement, c'est comme si les gens étaient concernés presque physiquement par ce qui se passe alors qu'ils ont une séparation géographique objective qui fait que... Donc ce qui se passe en Algérie est fondamentalement, je suis d'accord avec les formules, je ne vais pas répéter ce qu'a dit M. Adel Abderzak, mais c'est vrai qu'il y a un phénomène inédit qu'on n'a pas vu depuis longtemps, mais il y a une sorte d'unanimité de tout le peuple algérien pour changer l'Algérie. Même ceux qui ont été corrompus. Même ceux qui même ceux-là, ils sont d'accord pour que ça... Les Algériens, même ceux qui ont, donc très minoritaires, ceux qui ont très peu profité des 500 milliards de dollars dont parlent les économistes, et sur lesquels, moi, je dirais qu'il faut un audit pour voir où est parti cet argent-là. Parce que personne n'en parle directement. Même tous ces gens-là, il y a une unanimité pour changer l'Algérie. Mais surtout, c'est l'Algérie profonde. C'est l'Algérie des travailleurs, des chômeurs, de la majorité, des femmes, des laissés pour compte. C'est ces gens-là qui veulent que l'Algérie change. Ils veulent être... Et les gens nous l'ont dit dans un premier temps, je forme les mois de mars. Les Raïs, disaient que c'était le premier acte, deuxième acte. Nous, on veut pas la révolution. Certains disaient ça. Certains, dans leur intervention du peuple, ils disaient on veut un pays normal. Nous votons, des vote normal, pour vous dire que c'est pas. Dans un premier temps, c'était comme ça. Mais après, les gens se sont posés des questions. Non, mais c'est une question d'Algérie, c'est une question d'histoire. Et c'est pour une fois en Algérie, pour une fois de façon unanime. Mais je pense que cet unanimisme, même pendant la guerre de libération, qui est quand même une période fondamentale et fondatrice de l'Algérie moderne. Donc ce deuxième saut, je dirais personnellement, vers une Algérie moderne, un autre deuxième saut pour nous propulser pour davantage de modernité. Et la modernité, comme je l'entends moi, c'est pas... Est-ce que, par exemple, l'école pour tous, on a enlevé le deuxième collège, la santé, même si on critique, même si elle n'est pas de très grande qualité, tous les acquis sociaux de la révolution coloniale, pour l'indépendance nationale, est-ce que c'était mauvais? Même avec le dictateur Boumedienne, même avec le système, même avec la confiscation du pouvoir. C'est ça l'histoire de l'humanité. Des fois, on fait. Quand le problème entre l'armée des frontières, les Algériens sont sortis pas par millions, mais par dizaines de milliers, disant on ne veut plus cette guerre-là entre les clans. L'histoire, on ne va pas répéter ça, on ne va pas s'attarder là-dessus. Mais là, il y a tout le monde qui sort pour dire système dégage. Pas Barakat. C'est votre système Barakat. Ils disent à tous les héritiers de l'armée des frontières, ils leur disent ça. Avant, ils leur disent bon, vous pouvez rester, ben, on ne se bat pas trop, pas de mort. Et c'est là. Par contre, les gens qui disent on ne sait pas d'où est sorti cet engouement, mais c'est des choses qui ont existé un peu dans l'histoire, pas juste en Algérie. Je pense vers le 9e siècle, il y a eu un siècle de révolte, un siècle. Les Chinois, ils sont pendant, je pense, au 9e siècle, là, mais je vais te dire. Ils sont révoltés pendant un siècle de révolte. Chaque jour, il y a de la guerre contre vous savez, le système chinois, là, à l'époque féodale en Europe, un peu l'équivalent, et ça n'a pas changé le système. Un siècle. Aujourd'hui, la dimension, les gens qui savent, ils peuvent expliquer. Pour vous dire que c'est pas facile. Un peuple qui décide de marcher, de se réveiller, d'aller vers l'avant, je vais pas prendre beaucoup de temps. C'est quelque chose d'important. L'alternative, les intellectuels, on apprécie nos intellectuels qui ont toujours été du côté du peuple. Mais c'est à vous de voir le peuple. Regardez, il y a beaucoup d'intellectuels qui vous ont parlé et qui ne veulent pas quitter
les fauteuils de la PN. Ils ne veulent pas quitter. C'est à vous de voir. Il y a dans toutes les révolutions intellectuelles, ça ne veut pas dire côté du peuple. Il y a des intellectuels qui sont populaires, qui sont du côté, ils seront toujours à côté de vous. Il y a d'autres, et qui veulent des solutions, comme disait M. Abderzak, collectives. Il y a des intellectuels qui vont jouer l'intellectuel organique du système ou l'intellectuel qui va vouloir perpétuer le système. Pour ne pas, en termes de perspective, les gens, vous avez vu des gens qui le 12, oui c'est important d'empêcher les élections. Mais les gens, d'autres gens, vous disaient, non le 12 c'est juste une date. Le 13, d'après le 12 c'est le 13. Moi je pense que ces gens-là qui m'ont dit après le 12 c'est le 13, je vais plus aller écouter ces gens-là. Et ils ont raison, après le 12, le système c'est une... Je pense que ces gens-là, et le peuple est en train de se rapprocher, le peuple n'interdit pas aux intellectuels de parler, hein. C'est aux intellectuels d'aller parler. Est-ce que quelqu'un a empêché à quelqu'un d'aller dire quelque chose? Non, c'est le moment justement d'aller proposer. Et vous êtes les bienvenus. Cela dit, la conscience du Hirak a augmenté de plus en plus. Est-ce que c'est une révolution? C'est là que je vais poser ma question. Oui, elle est à caractère révolutionnaire. Et cette expression, Dixit, Benjamin Stora, elle est à caractère. Est-ce qu'elle est de dimension révolutionnaire? Oui, elle est d'aspiration. L'aspiration est révolutionnaire. Et plus de vol, égalité, c'est révolutionnaire. Est-ce que changer le système fondamentalement, c'est une autre question, c'est un autre débat. Moi, je pense qu'on est dans une... Est-ce qu'il faut s'organiser? Mais nous sommes organisés. Moi, je pense que le Hirak est une très grande assemblée générale de millions d'Algériens. C'est à eux de trouver les mécanismes pour qu'ils... C'est pas facile de trouver des mécanismes. Vous le savez tous. Est-ce que les comités, en tous les cas, moi, selon ma petite expérience, si les comités naissent de tâches, par exemple, est-ce que vous avez entendu le comité national pour la libération des détenus? Vous le connaissez? Ok, il a appelé une grève générale. Il n'y a pas eu de grève générale. Est-ce que c'est des gens qui n'ont pas compris? Non. Est-ce que c'est des gens impliqués? Bien sûr qu'ils sont impliqués. Parce que la disparité, la différence politique est là. Mais l'histoire est faite de disparité. La dialectique, comment fonctionne la société est très interactive. Les secteurs forts, Annaba, Oran, Bjaya, coordination Annaba, Oran, Bjaya, Alger. Toute l'Algérie va suivre. Faut-il encore pouvoir juste... Ok, même pas. Allez, Béjaïa, Oran, coordination. Pour une action précise. Ou, je ne sais pas, grève générale tournante. Supposons, moi je te dis, celui-là, si vous enlevez cette baffe-là, le mur va tomber. Est-ce que vous allez me croire? Non, sérieux, vous allez dire non, c'est pas possible. Eh bien, c'est la même chose pour la grève. Et pas, c'est possible. Que si je mets un mécanisme là, j'enlève ça, le mur va tomber. C'est ça la grève générale. Quand vous avez appelé à la grève générale ailleurs, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas la grève générale. D'ailleurs, vous êtes les meilleurs. C'est parce qu'ils ne savent pas l'impact de la grève générale. Mais en Kabylie, la grève du cartable, 91, 80, 86, 83, et passant. On appelle ça un cumul des luttes. Et sans cumul des luttes, les gens qui disent que les Algériens étaient endormis, ils se trompent. Il n'y a pas eu un jour en Algérie où il n'y a pas eu au moins une route coupée en Algérie. Mais cette convergence-là, tout ce cumul-là ça a donné ce formidable mouvement d'aujourd'hui. Et le combat continue. La chose où je suis d'accord fondamentalement avec Adel Abderzak, c'est la dimension du vendredi. Le vendredi est la colonne vertébrale de ce mouvement-là. Si vous voulez, si l'Algérien, si nous voulons durer, parce qu'il faut durer dans le temps, et nous avons choisi la Silmia, attention, ça c'est quand ça c'est conséquence. Il faut supporter la Silmia. Donc il faut durer, et de là surgit une idée très importante de contrôle populaire. Moi je dirais, si on me donnait la parole comme ça sérieusement, là, je dirais le premier article de la prochaine constitution, c'est le droit au Hirak permanent. Ça, article 1, droit au Hirak permanent. Donc droit à contrôler et à remettre en cause, dès qu'on sent que ça ne va pas bien, on va remettre en cause. Et merci, je m'excuse d'avoir... Merci. Bon,
Cheikh Adel, répondez l'appel du café littéraire de Ouqas. Merci aussi à vous d'avoir tout ça. Vous avez écouté Cheikh Adel. Donc juste une petite intervention, c'est à propos un point c'est le pacifisme, Silmia, la dame, il ne faut pas qu'on compare peut-être le Bijaya par rapport à d'autres wilayas. Certes, c'est vrai, j'étais à Biyod, j'étais en mission à Khaddam, des fois, je rentre dans un café, un restaurant, je demande pour avoir les avis des autres à propos bon, des fois, je me pose la question à moi-même, est-ce que ces gens-là vivent en Algérie? Est-ce que عايشين في الجزائر كيما حنا ولا لا؟ Bon, à propos de l'intikabat, Cheikh Yahya هضر عليه, c'est un point, je crois, c'est pour la première fois depuis 62, Cheikh Adel, يعني صارت تزوير في الانتخابات وتزوير شفاف. Parce que le pouvoir, il est tellement corrompu, même في التصوير يزور. Mais cette fois-ci, صارت تزوير شفاف. يعني عيناني هزوه طافي بفات. Le point que je voulais parler à propos de Silmia, c'est vrai, on pose la question, qui fait un peuple algérien tellement il est chaleureux, il s'ensuit. Des mois, une année, Silmia, pacifisme, il s'ensuit. Le point là, pour moi, c'est un avis personnel, il s'ensuit. Je crois, j'ai écouté pas mal de débats, ça, soit un œuf, Constantine, il s'ensuit. On a oublié une chose, on n'a pas parlé, on n'a pas rendu hommage. D'ailleurs, on a une grosse dette envers Silmia, ou Silmia est le mara. C'est grâce à la femme algérienne, hirakiste, à nos mamans, à nos sœurs, à nos cousines, qui sont sorties chaque vendredi, qui sortent chaque vendredi, et diront la marche, c'est grâce à ça. Si ce n'est pas la femme, parce que, comme un exemple, l'Israf numéro 7, il n'y avait pas la présence féminine. C'est vrai. Ben oui, je sais. Mais je parle d'une présence aussi massive. Ah, là où il y avait quelques filles. Parce que cette gaillette, c'est vrai, c'est Silmia, c'est vrai, les gens s'aïtent, Silmia, mais à un moment donné, c'est bon. Ça a explosé, donc même la présence, il y avait plus de 40-50 femmes, j'en suis sûr et certain, les gens ne vont pas riposter parce que j'étais sur Alger, ils ont essayé d'arrêter le mouvement, le hirak, ils ont utilisé la force, mais tellement il y a la présence féminine, donc ils ont utilisé des bombes lacrymogènes, mais le Rachi jamais riposté. Donc, Silmia, le pacifisme, c'est la femme, c'est grâce à la femme algérienne hirakiste. Donc, je tiens à rendre hommage à la femme algérienne, c'est parce que c'est grâce à le pacifisme, le hirakiste, toujours il Silmia, la femme algérienne, des maintenant, et son suit, à différence de donc, tout ça, c'est pour moi, personnellement, à Cheikh Adel, Silmia, Hiya. Donc c'est la présence féminine dans le Hirak. Si ce n'était pas ça, parce qu'on a vécu ça en 88, 91, 2001, 2013, il y avait toujours l'affrontement, il y avait toujours le peuple qui a riposte. Parce qu'il y avait l'absence féminine. Mais cette fois-ci, en 2019, donc ça, les femmes font de bras, c'est le wachou qui s'ensuit, donc c'est vrai, quand il y a la femme à côté de toi, on devient sage. Tout court, on devient... Ah là, c'est la discipline. C'est la discipline. Donc, exactement, j'ai remarqué aussi que les débats sont suivis, où je peux le point là. Ils ne rendent pas hommage à la femme hirakiste. Donc, Silmia, c'est grâce à la femme. Et à comme ça. Merci bien. Merci. Voilà, donc on passe la parole à M. Abdelrazak. Je veux dire, le débat est très intéressant parce qu'on est dans les mêmes préoccupations. Et on est dans la même angoisse. L'angoisse de trouver une solution comme si on était face à un problème mathématique. Mais en fait, ce n'est pas un problème mathématique. Alors l'anxiété va durer encore aussi fortement que durera le hirak. Mais c'est normal. C'est normal. Alors essayons de réfléchir.
Ce qui est nouveau, c'est qu'on a un mouvement. Alors, je vais faire plaisir à madame. On a commencé par un Hirak. On est dans un processus de révolution populaire qu'il faut achever en révolution sociétale. Formule tout est là, mais ça vaut le coup. C'est-à-dire, parce que c'est compliqué. En fait, on a l'ambition de plusieurs choses en une chose. Et chacun y met ses fantasmes. À un moment donné, le fantasme est motivant, mais à un moment donné, il faut revenir à la lucidité. Moi, je suis d'accord. Alors, moi, j'utilise c'est l'effet commode. Parfois, les gens, y compris les hommes politiques, les hommes scientifiques, utilisent des mots par leur commodité. Hirak, il y a 3 lettres, 4 lettres, voilà. Paf. Mais quand on dit l'évolution, on est obligé de précision. ثورة وطنية اجتماعية ثورة وطنية c'est novembriste ثورة اجتماعية attention les rouges sont là on est obligé de préciser. Eh bien on n'a pas peur aujourd'hui grâce au Hirak on peut dire qu'on a le mouvement populaire en fait la formule la plus simple c'est un mouvement populaire qui se projette dans une dynamique de révolution antisystémique. Ça veut dire dedans, potentiellement, alors chacun y met ce qu'il veut. Pour moi, ça veut dire révolution politique et révolution sociale. Parce que dans les thématiques et dans les mots d'ordre des manifestations du vendredi, du mardi et maintenant les manifestations des autres jours, c'est la loi sur les hydrocarbures. Moi, ça m'a impressionné. Comment toute la société hirakiste s'est branchée sur cette loi. Et tout le monde a dit des choses fortes et intéressantes. Ce n'est pas la spécialité des experts. Je me souviens, Constantine, on avait ramené sur un économiste hirakiste, je veux dire, pour nous parler de l'économie des hydrocarbures. Il est brillant, il a fait de beaux articles, etc. Même l'économie au sens technico, au sens macroéconomique. On peut parler de l'économie en termes politiques. Et le Hirak a donné sa réponse. Non à la loi des hydrocarbures. En disant clairement, Total, Denia, etc., contre la privatisation, contre la loi des retraites, c'est-à-dire, il y a une dimension, une dimension critique envers les politiques publiques sur le plan économique, qui touchait le noyau central du problème. C'est comment contrôler les richesses nationales, comment gérer les richesses nationales, comment leur donner une dimension d'économie, de développement en phase avec les attentes sociales, pas en phase avec le marché mondial. Et c'est là où je fais la transition sur la question de Gouji. Voilà. Bien sûr. C'est-à-dire, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'internationaliser le Hirak algérien. Le Hirak est une forme internationalisée depuis quelque temps. Il y a les Libanais. Un excellent article qui est sorti dans le Watan qui fait le bilan du Hirak libanais. Très intéressant. Là, je me suis rendu compte, les Libanais qui ont donné une dimension politique, festive, hyper organisée, où on sent que les blocages des structures mentales sont moins évidentes que chez nous. Eh bien, le communautarisme religieux et politique est un obstacle majeur au Hirak libanais. Ils sont en train de se rendre compte que le confessionnalisme religieux qui a pollué le politique au Liban, eh bien, ces confessionnels sont en train d'instrumentaliser le Hirak pour repositionner leur position dans les lieux de pouvoir. C'est un enjeu de taille pour le Hirak libanais. Ira-t-il loin ou pas? J'allais dire, c'est plus compliqué que pour lui, d'un certain point de vue que pour nous. Bien sûr, il y a les mouvements sociaux et politiques en Amérique latine. L'Amérique latine a une longue tradition. Et le lien avec l'Amérique latine, je le situe à d'autres niveaux. Non seulement ils ont un Hirak, mais ils ont des dictatures militaro-policières qui ont eu une histoire populiste, de populisme à la Boumediene,
mais qui ont surtout été caractérisés par la répression et la dictature militaro-policière. Eh bien, les Chiliens ont subi la répression sauvage, mais les Chiliens nous ont montré une capacité de réaction de la société civile, appelons-la comme on veut, qui est très forte parce qu'ils ont des traditions d'organisation. Et les latino-américains, dans leurs mouvements sociaux, nous montrent que c'est les déclassés, socialement parlant, les déclassés qui sont le détonateur de tous les mouvements sociaux. Pourquoi les couches moyennes, j'allais dire certaines couches moyennes, ont peur du Hirak, s'inquiètent du Hirak. Ils disent quand même, on va voir, c'est plus ces gens-là qui disent que le Chab Zaf ou Kbir. C'est parce qu'ils sont. C'est mon point de vue. C'est politique et subjectif. Parce que j'ai eu des réactions de collègues, d'amis, etc., sur le couche moyenne civilisée qui s'inquiètent des déclassés qui manifestent le vendredi. Le Rachi, entre guillemets. Chab hadak incontrôlable. Les jeunes qui ont dit, tu faut traf nous. Eh ben non. Le Hirak t'a Chab hadak khoufam. Parce que le Hirak, c'est aussi un cri de guerre des déclassés en Algérie. C'est aussi la rage des déclassés qui prend de plus en plus une forme citoyenne. Un goût citoyenne pour faire plaisir à certains. Qui prend une forme de réaction citoyenne. C'est le Hirak qui a permis ça. Déclassé, entre les supports, entre ces mots d'ordre de supporters au stade, jusqu'à les territoires de Zatara dans le quartier. Et bien ces gens-là, ils marchent, ils se battent, ils sont déterminés. Et donc ça c'est important. L'internationalisation, j'ai vu un documentaire par hasard, à la Koulihala, enseignant-chercheur, je ne suis pas sûr que je cherche beaucoup, mais disons, il y avait au Congo, Brazzaville, je crois, Congo démocratique. Il y a une association qui s'appelle Lusha, L-U-S-C-H-A. Elle a commencé par un travail de conscientisation citoyenne. Ils ont rapidement politisé leur action, non pas parce que c'est dans leur programme, mais c'est parce que la réaction du pouvoir politique leur a ramené la politique. Ils sont arrivés à dégommer Kabila pour le mandat qu'il préparait, il voulait changer la constitution. Bon, Kabila, par un subterfuge avec l'aide de la France, ils ont mis en place un autre candidat au présidentiel. Mais voilà une association. Ben, ils ont fait exploser par une bombe leur DRS à eux. La maison du secrétaire général, du responsable de l'association, qui est mort. Mais une association, eh ben, quand vous voyez le documentaire, vous voyez, c'est les jeunes universitaires étudiants et étudiantes, mixtes. C'est les mêmes, wallah, les mêmes. بالخطاب بالهيئة بالتحفيز بلا détermination بلا radicalité et ayant un sens des responsabilités impressionnant. Donc au niveau mondial, on constate aujourd'hui, pour conclure rapidement sur cette idée, moi je pense que les mouvements sociaux et politiques qui apparaissent partout, qui expliquent, y compris en France, la colère et la rage contre des modèles de développement basé sur les normes de la mondialisation capitaliste, basé sur le néolibéralisme ravageur et destructeur, ces modèles-là sont refusés par les populations, parce qu'ils ont créé un gâchis terrible dans l'existentiel, dans la vie courante des gens. Et c'est pour ça que le rejet de ces modèles est une question de survie. Eh bien, nous, le modèle néolibéral est venu déjà en 90, avec Hamrouche, même il était sous-jacent dans ce qu'on appelle l'infitah à l'époque de Chadli. Et bien depuis 90, libéralisation, la révolution néolibérale s'est installée avec le premier gouvernement Hamrouche. Et puis ça a pris des formes beaucoup plus délinquantes et mafieuses avec Yahya Sellal, etc., etc. Et bien la réaction du Hirak, la démarche, la rage du Hirak, est une rage qui exprime quelque part le rejet de ce néolibéralisme,
de ces politiques publiques basées sur les conditionnalités du FMI, sur les normes de l'OMC, sur les normes de la BEP, sur les normes des marchés financiers et boursiers, sur les normes de la privatisation des richesses naturelles qui est mondialisée, pour nous dire ce modèle-là, c'est plus possible. Et bien justement, c'est l'objet d'un autre débat. L'économie du Hirak, c'est quoi au fond? On peut en discuter et on peut faire une construction intellectuelle autour de ça qui peut être crédible et qui peut répondre aux attentes sociales des gens. Autre point sur les... je suis entièrement dans les femmes. C'est pas qu'elles ont un effet apaisant. Heureusement qu'il y a parce que la gentillesse ancestralement construite dans notre mental et le mental des femmes, c'est la soumission. Tranquille, alhamdoulilah. Aujourd'hui, moi je parle d'effet civilisationnel. C'est vrai que la présence, je vois à Constantine, à Boujingoulou, il y a des bouts des îlots de modernité importants depuis longtemps. Je vois à Constantine qui n'est pas une région sous-développée, qui a une histoire millénaire, mais le conservatisme est prenant de façon forte. Et bien la façon dont les manifestations se passent, et il y a des gens hors Constantine qui sont venus, qui ont vu, mixité absolue, les familles, mais que les jeux de séduction fonctionnent dans les Hirak, marhaba. Et j'ai vu sur Facebook le qabaha de certains Facebookistes qui disent je qu'il y a des filles جاوك ما يلقاو راجل في الحراك. كاين رجال اللي جاو يحوسوا كاش ما يلقاو طفله في الحراك. C'est pas le problème, c'est l'effet civilisationnel. Parce que la modernité, c'est par la mixité. La modernité, c'est par la mixité. Et la mixité, elle permet de se construire ensemble par la tolérance, par l'acceptabilité de l'autre. Pas par des rapports d'inégalité, par la construction de l'égalité. Parce que l'égalité en soi est une utopie. C'est une utopie qu'on peut construire. Et c'est pour ça que tu as raison, Toufik, de rappeler que c'est un phénomène important. Et j'avoue que je n'avais pas intégré la dimension silmiya, mais pourquoi pas? Silmiya, c'est peut-être l'aqala au sens politique, au sens moral, au sens comportemental, pas au sens rapport de soumission. Alors, il y a l'autre aspect, et je m'arrête. Bien sûr que l'aspiration révolutionnaire, elle est dans le Hirak. On est entièrement d'accord. L'aspiration révolutionnaire, elle est là. Le contenu de rupture antisystémique, il est là. Mais le contenu révolutionnaire, au sens d'une alternative, d'un projet de société, d'un projet politique visible, c'est à construire. Et c'est pour ça que je dis, c'est un processus révolutionnaire constituant d'une révolution à venir. Et cette révolution, il faut la mener jusqu'au bout. Et moi, je suis non pas sceptique, non pas pessimiste, mais je suis raisonnablement optimiste et surtout optimiste parce que dans cette magie des matchs du vendredi, il y a une subversion dans la durée. Voilà. S'il y a d'autres s'il y a d'autres intervenants. Je ne sais pas si d'autres intervenants. Je voulais juste rendre hommage par rapport à l'intervention de monsieur. Bon, je m'excuse, je ne connais pas son nom. Ça m'a vraiment touché, dans laquelle je voulais rendre hommage aussi à certaines conférencières qui étaient passées par là. Donc Nadia Belkacemi, qui a consacré un roman spécialement sur la révolution et Smayes Ramoès, l'homme, le sucre et la révolution. Donc le sucre, c'est la femme exactement. Bon, il était là le 30 novembre dernier. Voilà, si vous... C'est pas super. Voilà, donc... Voilà, merci.
Encore une fois, je suis désolé. Une question que j'avais oubliée tout à l'heure. Alors, depuis le début du mouvement, etc., on était plus ou moins contre la tenue des élections présidentielles, on était pour un processus constituant, une constitution souveraine, il n'y a pas de souci, mais bon, là, nous sommes devant le fait accompli. Un président imposé, intronisé, il n'y a pas de souci. On ne connaît pas, mais on doit faire avec. Il y avait une idée politique qui a circulé, c'est celle de transition sans instance de transition. Son auteur disait que si, puisque le régime a une capacité énorme d'absorption de tous les intermédiaires, est-ce qu'il n'était pas question d'y aller une transition fractionnée sans instance, c'est-à-dire que le régime c'est un fait accompli, le président, salam alaikum, tu veux une constitution, on t'impose cette constitution. On veut une sorte de dialogue indirect entre le Hirak et les instances entre guillemets imposées. Vous voulez une loi électorale, une loi électorale. Un projet économique, la transition économique telle que nous la revendiquons. Bon, ceci demande effectivement un effort intellectuel énorme au Hirak pour produire les textes et les projets nécessaires. Mais est-ce que, je ne sais pas, je vous pose naïvement la question, est-ce que ce n'est pas une des voies de réaliser ce que nous voulons à travers un dialogue indirect, à travers bien sûr un rapport de force permanent? Merci. Merci. C'est vrai que le Hirak est une problématique au fait qu'on n'arrive pas encore à définir en Algérie. Donc, moi, j'ai essayé un petit peu de comprendre à travers toutes les marches. Le 22 février, j'ai eu affaire, bon, j'écrivais un petit peu sur un petit scénario. Donc, je rencontre quelqu'un, alors, à travers là, tu vois, à travers ça, j'ai trouvé que la société apparemment était violente, quelque part que tout le monde est révolté. Ensuite, je descends de chez moi, je trouve une table, et là, ça m'a fait énormément peur. Tu vois, c'est ça la peur. J'ai l'impression que tout le monde est policier. On a commencé que les gens les plus honnêtes ont peur dans ce pays. Et à travers l'humiliation, le mépris, enfin la négation, le mépris, la hugra, et encore qu'il higna, parce qu'ils nous ont pris pour des bêtes muettes. Qui débonne le cadre pour un Algérien, c'est devenu grave, et cette révolte qui a dit que cessez de nous prendre comme des bêtes, et ça a fait le Hirak. Et la première intervention dans le Hirak, كاين واحد خزر السماء كيما ربي قالوا شوف يا بوتفليقه فاقوا والله ما نسيت تحشيها لنا. À partir de là, j'ai l'impression que le peuple a compris ما نسيتش تحشيها لنا. Et c'est ce qui a fait durer tout ce mouvement. Et par rapport aux actions, moi je voudrais énumérer un petit peu une action dans le mouvement. 4 semaines قبل les élections, كاين بعض من الناس داخل الموفمون كنعيطوا grève générale, grève générale, grève générale, grève générale. Et beaucoup de gens regardaient comme ça, c'est quoi? Tout le monde s'est étonné, c'est quoi? Et ça a abouti. Ce mot d'ordre de grève générale a abouti. Je reviens à cette grève générale qui est très importante au fait, parce qu'on parle d'organisation. Qu'est-ce qui peut ramener les gens à aller vers l'organisation? Tout le monde parlait de l'organisation. Je ne parle pas de la structuration, je suis complètement contre. Hein. Mais l'organisation, et c'est à partir de ce moment, même si le quartier était pour un petit peu nous organiser. Voilà comment tout le monde a compris. Je n'avais pas besoin de l'exprimer à tout le monde ou de l'expliquer. Il y a une intelligentsia de cette douleur qui aujourd'hui, moi je pense que les militants les plus avertis, ils vont pousser un petit peu leur mot d'ordre vers des actions qui peuvent mener demain, des actions qui peuvent être radicales et mener demain
à une véritable organisation qui va faire face à ce pouvoir, qui ont organisé des élections familiales à huis clos. Elles sont familiales, à huis clos, et qui ont menti sur tout le monde entier. Moi, personnellement, on ne peut pas s'attendre comme ça si les gens veulent réagir. Moi, je demande à ce que tous les intellectuels, tous les gens qui veulent changer l'Algérie, qu'ils aillent sur le terrain et qu'ils agissent de cette manière. Maintenant, par rapport à la femme, j'ai photographié pratiquement dans tous les trucs les femmes. Loin de là. Mais يقول لك واحد المثل نركبك في لافيون نغمض لك عينك كي تهبط على الاتريساج إذا ذهبت إلى بلد ما فانظر إلى حالة المرأة إذا هذه من أعلى درجة فهذا البلد من أعلى درجة إذا هذه من أسفل درجة فهذا البلد من أسفل درجة. Alors le premier regard il est porté sur la femme. À partir de là tu peux définir ce que c'est que ce pays. Je vous remercie. Merci. Merci. Donc on passe la parole à M. Abdelzak. Donc ça va être peut-être ma dernière question. Donc moi je veux revenir un peu sur la répression féroce enregistrée dans pratiquement je dirais toutes les wilayas et à de différents degrés. Donc pratiquement on a subi, on a été violenté, on a été réprimé, on a été visé dans les yeux. Donc justement cette répression n'augure rien de bien, j'imagine. Donc le régime, je dirais le régime d'Alger tel que l'appelle Salah Demouz, donc le régime d'Alger veut instaurer un climat de violence parce qu'il excelle justement dans ce terrain. Son terrain favori, c'est bien entendu la violence. Donc cette violence qu'il a voulu engager n'a pas rapporté les fruits escomptés et il a au contraire renforcé la détermination des marcheurs. Est-ce que ce pouvoir ne pourra pas renforcer justement sa répression jusqu'à instaurer un état d'urgence, sachant que si le peuple aimait une liette catégorique donc, pour le dialogue, ils voudront vouloir faire rentrer justement cette population chez elle. Ils voudront vouloir lui empêcher de marcher, lui interdire surtout Alger. Donc, pour ce faire, est-ce que vous ne pensez pas qu'ils pourront instaurer un état d'urgence qui risque justement d'aller vers cette violence tant attendue par ce régime? Merci. Alors, on peut rentrer dans les scénarios spéculatifs. Un peu spéculatifs, parce que faire de la prospective en économie, c'est possible. Il y a des logiciels qui ont été parfaits là-dessus, ils existent sur Internet. Mais en politique, c'est pas comme ça, il n'y a pas de logiciel. Il y a des visibilités, des compressions, etc. Moi, je pense que le scénario maximal, ce serait une logique de dictature militaro-policière qui actionne les chars et la baïonnette pour réprimer un Hirak incontrôlable, plus radicalisé que jamais. C'est possible. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un scénario où ils sont dans répression minimale et action de dévoiement politique maximal. Un des outils du dévoiement politique maximal, c'est l'élection, c'est Tebboune, et ce qu'il va dire. Parce qu'il va dire des tas de choses.
mais le fait qu'ils disent des tas de choses qui peuvent aller, y compris dans le sens du Hirak, parce que dialoguer avec le Hirak, il sait que ça ne va pas être possible. Il va dialoguer par les mesures, de façon sublimatoire, de façon indirecte. Comment en proposant des mesures? Quand même, il a proposé l'ESG, il a proposé la Constitution, demande un maximum, il a décidé la levée de l'empreinte. Bon, les gens l'ont pris par la dérision la plus totale, parce que symboliquement, ça aurait pu être un truc intéressant dans un autre contexte. Donc ils peuvent, bien sûr, ils vont d'abord agir là-dessus, parce qu'ils ont, non pas une rente pétrolière indétrônable, mais parce qu'ils ont encore des marges de manœuvre, ils peuvent jouer là-dessus. Bien sûr. Ils peuvent même décider un impôt sur la fortune. Les oligarques sont en prison, l'économie anticorruption est presque à l'harrache, presque, ils peuvent jouer là-dessus. Mais ceux qui, puisqu'on parle des intellectuels, ceux qui intellectuellement sont branchés sur les questions politiques et socio-économiques, ils savent qu'un modèle économique comment dirais-je, on ne parle pas, l'économie de la corruption n'est pas un modèle économique, n'est pas un système économique, c'est un élément d'un système économique. D'accord? C'est un élément, parce que la corruption, ce n'est pas un problème moral dans notre pays, contrairement aux pays, disons, démocratiques. La corruption est une forme d'accumulation privée chez nous. Les corrompus, ce n'est pas parce que non, c'est un mode d'embourgeoisement privé. Ce qu'on appelle en économie, un mode d'accumulation privée en économie. Donc c'est un relais majeur pour devenir du maçon au capitaliste. Hacha les maçons, c'est il faut commerçant à capitaliste au sens moderne du terme. Eh bien, on fait la corruption. Vous avez suivi sur Facebook, leur métier avant était dérisoire, leur richesse d'aujourd'hui, c'est impressionnant. Donc voilà, c'est le politique. Pour ça que je dis le capital politique comme instrument d'accumulation privée. Voilà. Donc sur ce plan-là, on peut être dans ce scénario. À mon avis, ils sont dans ce scénario. Mais si le Hirak continue à se maintenir avec sa force, avec sa capacité de nuisance, comme la grève générale, la grève dans une entreprise, elle a sa fonction première, c'est faire de la nuisance, faire du mal. Si le Hirak continue à durer de façon aussi déterminée, avec la même substance qualitative forte, bien sûr, c'est un mécanisme de nuisance dont il faut se débarrasser. Et s'ils n'arrivent pas à le faire par le biais de Tebboune, par la politique, bien sûr qu'ils vont être amenés à aller plus loin dans la répression. Alors on parle d'état d'urgence ou d'état de siège, etc. Bien sûr que c'est une éventualité. De mon point de vue, c'est une éventualité très minimale aujourd'hui, mais c'est une possibilité. Parce que les dictatures militaro-policières, militaro-politiques, sont basées sur quoi? Ce n'est plus la bourgeoisie démocratique qui décide. C'est des généraux qui décident de façon autoritaire en zappant la bourgeoisie qu'ils représentent, pour parler théoriquement. En basant la classe dominante qu'ils représentent. D'un certain point de vue, le capitalisme d'État de Boumedine, c'est un peu ça. La bourgeoisie, c'est moi qui vais m'occuper de tout ça. Voilà, les dictatures vont peut-être noter ça. Mais est-ce que la société est prête à subir une dictature? Je pense que jamais la société algérienne n'a été aussi éveillée, aussi décidée à ne pas revenir en arrière qu'aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que c'est une histoire de rapport de force. Et le rapport de force, pour moi, je le dis fortement, est encore favorable au Hirak. Troisième aspect, la transition. Tu as raison, Mourad, la transition. Kadrini Debouhanna. La transition, on va vous donner, je termine là-dessus. Ah, la transition. Tebboune est là pour 2 ans. Galouha directement. Les fameux experts qui sont des relais d'experts spécialisés dans des institutions non visibles,
Peut-être dans 2 ans, si ça se corse, dans 2 ans, Tebboune va partir, transition, on verra. Mais à ce moment-là, ça sera une transition avec la boîte à outils de Tebboune, pas avec la boîte à outils de Hirak. Déjà, il a reçu le poison Taou. C'est pour ça qu'on a besoin de réagir au coup à coup, dans ce qui va venir. Réagir au coup à coup. Donc sur ce plan-là, ils peuvent nous dire dans 2 ans, on va faire une transition où ils disent aux personnalités nationales qui sont des gens qui parlent bien du Hirak, mais qui parlent bien de Gaïd Saleh quand ils sont à la télé. C'est possible. C'est possible qu'ils arrivent à mobiliser quelques hirakistes sympathiques et notoires dans le trouble subversif du Hirak, les troubles. Voilà. C'est possible. C'est possible. Mais il y a, à mon avis, un fil conducteur dans ce Hirak. Il y a ce fil conducteur qui maintient la survie, la permanence, la durabilité et la force du Hirak comme force de frappe antisystémique, c'est le vendredi. C'est la détermination. C'est une radicalité à qui il faut donner un ton de plus en plus politique et programmatique. C'est l'organisation ou l'auto-organisation qui existe de façon plus avancée dans certains wilayas, certains territoires, et qui a la potentialité d'exister et de se développer dans d'autres wilayas et dans d'autres territoires. C'est pour ça qu'il faut se bagarrer. Et la première tâche aujourd'hui de nous tous qui se battons pour une révolution populaire, porteuse d'un changement de société dans ce pays, en attente et en phase avec les attentes sociales, c'est de se battre pour la libération des détenus. Les détenus, on ne doit pas les oublier. Les détenus ne sont pas oubliables.